Comment ils vont? Je suis très heureux de vous présenter mon invité du jour, parce que je suis sûr que vous le connaissez. Si vous aimez la F1, vous êtes forcément déjà tombé sur lui. D'ailleurs, ça va aussi pour d'autres sports. Et oui, parce que cet homme fait vivre la F1 chaque semaine, il participe plus qu'activement à combler votre besoin de contenu F1 après un Grand Prix. Avec lui, on va parler de sa passion pour la F1, de son métier, de ses objectifs et de ses rêves. Vous allez en savoir plus sur les coulisses de son travail et un peu du mien par extension, parce que oui, j'ai l'honneur de travailler avec lui. Bref, je me suis régalé à faire cet entretien et j'espère que ce sera votre cas aussi. Cette interview est également disponible en podcast. Tapez Radio Check ou Lucas parle F1 et vous trouverez. Laissez-moi votre plus gros pouce bleu, abonnez-vous si c'est pas fait, dites-moi ce que vous en pensez en commentaire et profitez de cet échange. Mesdames et messieurs, Emmanuel Moine. Comment il va Manu Moine? Eh bien, il va très très bien, je suis très content d'être avec toi. Je vois que tu as soigné la déco, canapé rouge comme chez Michel Drucker. J'attends juste que le petit chien arrive là. On n'est pas au niveau de Michel Drucker, t'as un petit je sais pas ce que c'est. Je sais pas, c'est un requin. Un petit requin à côté de toi. Il a un petit chien, non? C'est un... On n'est pas au niveau de Drucker. Le rouge est là, mais la qualité, on verra. Manu, je suis content que tu sois là. Parce que d'habitude, c'est toi qui tiens le micro, c'est toi qui anime les émissions, c'est toi qui me lance. Et là, on inverse les rôles. Ça me fait un peu flipper, je sais pas te mentir. Mais non, mais moi, tu sais, je fais ce métier, on va en parler, je pense là, mais je fais ce métier pour donner la parole aux gens, poser les questions que j'ai envie de poser, etc. Et là, on va toucher peut-être un petit peu à l'intime, mais forcément, c'est un autre exercice. Mais c'est pour ça que tu vois, je voulais que les gens puissent rencontrer Manu Moine, tu vois, parce que moi je te connais, ouais. On travaille ensemble, et voilà, on sort d'émission, on est chez Winamax qui nous prête la loge pour faire cet enregistrement. Mais pour ceux qui ne te connaissent pas, Manu, est-ce que tu veux te présenter? Ouais, Manu Moine, 34 ans, donc déjà un petit peu vieux, qui commence à vieillir, vieux avant l'âge sans doute, parce qu'un peu vieux con aussi également dans l'esprit. Non, plus sérieusement, journaliste sportif, depuis maintenant 10 ans, passionné et spécialisé sur le football et la Formule 1. Je traite d'un football mineur qui est le championnat national depuis 10 ans, je me répète. Et puis la Formule 1 avec l'aventure des pistonnets, on en est à la 5e saison, c'était le rêve d'une vie et tu vois, saison après saison, on touche encore un petit peu plus au... Bah justement, on repousse un petit peu les ambitions pour aller toujours plus loin et pour vivre surtout des moments humains qui sont vraiment énormes. T'en fais partie bien sûr à travers les émissions qu'on fait ensemble. Puis la bande avec Hamza, avec Brice. Et ouais, j'aime bien dire qu'on est les nouveaux journalistes, parce que nouveau support, tu vois, donc nouveau ton. Et puis on fait du journalisme autour de la F1 de manière un petit peu différente. C'était le but de base et j'espère qu'on y arrive de plus en plus. En soi, la F1, c'est une de tes priorités, mais moi je te vois partout. En fait, je te vois chez Wina, je te vois chez les pistonnets, je te vois sur le foot. Comment tu fais en fait? Bah, c'est des sacrifices, c'est ma passion, c'est ce que je voulais faire depuis petit. Moi, je voulais pas être sportif de haut niveau. Tu sais, il y a beaucoup de journalistes sportifs qui rêvaient d'être sportifs de haut niveau. Moi, j'ai toujours rêvé d'être sportif. J'ai jamais rêvé d'être Zidane, j'ai toujours voulu être Thierry Roland. Ça fait un peu beauf dit comme ça, mais c'est ce que je suis intrinsèquement. Donc, du coup, c'est un mot un peu fort, tu vois, mais le sacrifice d'une vie, on va dire, pour justement cette passion-là et pour réaliser ce rêve, voilà, d'aller au bout de toutes les ambitions que je m'étais fixées quand j'avais 15-16 ans. Comment je fais? Je dors pas beaucoup. J'essaie de maximiser le temps de travail, préparation physique forcément pour essayer de tenir la durée et pas mourir trop tôt non plus, ce serait un petit peu dommage. Quand j'ai commencé le journalisme, j'ai pas fait tout de suite du sport, ou en tout cas pas uniquement du sport. J'étais sur le terrain à faire de l'actualité générale. J'avais notamment couvert les tristes et funèbres attentats de Paris. Et moi en fait, peu importe le sujet, je pense que quand on est journaliste, on peut traiter sur tous les supports, on peut traiter de tous les thèmes en fait. C'est un esprit, tu vois, d'être journaliste. C'est pour ça que je dis plus que je suis journaliste que youtubeur. YouTube est un support et moi je garde, si tu veux, ce postulat et cette fibre journalistique. Le sport étant ma passion depuis gamin, je rêvais d'être journaliste sportif et j'ai décidé depuis quelques années de m'y consacrer à 100%. Mais voilà, comment je fais? Bah, je te dis, c'est le moteur, c'est la passion. Et puis après, c'est l'ambition. C'est je pense aussi également le fait de s'astreindre à une certaine exigence aussi. Tu vois, c'est pas de voir ma pipe à l'écran, c'est pas quelque chose qui me satisfait. Je veux faire des formats, faire des choses qui ne sont pas faites, parce que dans le journalisme aujourd'hui, les mecs font à peu près tous la même chose et l'idée c'est d'essayer de se démarquer et c'est des discussions qu'on a souvent d'ailleurs ensemble. Mais voilà, donc non, j'ai la chance de vivre de ma passion et j'ai la chance que ma passion soit aussi également quelque chose qui soit assez futile. On l'a bien vu pendant le Covid, quelque chose de non essentiel. On n'est pas là à sauver des vies, à opérer des enfants, à sauver des chiens ou quoi que ce soit. Et je sais pas toi comment tu as vécu cette période-là, mais moi j'étais quelqu'un qui travaillait déjà 7 jours sur 7, qui dormait
dormais allez, entre 4 et 5 heures par nuit. Et d'un coup, tout s'arrête. Et tu te dis, mais mince, en fait, tu te donnes toujours une importance parce qu'on est des mecs qui marchons à l'ego. On est, je sais pas comment toi tu te définis, mais moi je te dis, je me définis en tant que journaliste, en tant qu'entrepreneur aussi, parce que on monte des projets, on gère des équipes, etc. On essaie de faire croître tout ça. Et le jour où tout le monde a été confiné, je me suis dit, mais en fait, je sers à rien. Tu vois, ça a été une vraie remise en question quelque part là-dessus. Et là où je te rejoins, c'est qu'il y a beaucoup de gens qui nous ont envoyé des messages à ce moment-là, qui nous disaient, mais les mecs, et ça a fait beaucoup de bien, ils disaient, mais moi, en fait, je suis enfermé chez moi du matin jusqu'au soir, avec mes gosses, avec ma femme, avec mon chien, où je suis tout seul, etc. Si j'ai pas du contenu, par exemple, sur les pistonnets ou sur le foot et tout, mais je vais jamais tenir. Je te dis pas qu'on a sauvé les gens, j'espère qu'on a réussi à les divertir un petit peu. Mais oui, il y a clairement cette idée-là où tu as des gens qui ont soif d'apprendre, soif de comprendre, des gens qui ont besoin de se divertir. Et je pense que c'est pour ça qu'on peut parler de nouveaux médias. C'est qu'on essaye de faire une globalité de tout ça. C'est de l'entertainment, mais de l'entertainment qui soit sérieux et qui puisse apporter une certaine pierre à l'édifice. On parlait du taf. Ouais. Tout à l'heure, tu as même utilisé le mot sacrifice. Ouais, clairement. En fait, moi, je te vois, tu vois. Et à chaque fois que je te vois, je me dis, mais comment il fait, non seulement pour être calé sur tous les sports, mais en plus pour, en fait, être là avec moi, commenter une course. Par exemple, on l'avait fait aux États-Unis. Ouais. On a fini à 23h30. Derrière, tu avais Brut. Et derrière, le lendemain, il faut que tu sois à 9h du mat en train de tourner l'émission des Pistonnets. Comment tu fais? T'as un jumeau? Tu vois ce que je veux dire? Saddam Hussein, j'ai pris plein de répliques. Et quand ça m'arrange pas, je les envoie et tout. Non, mais là, on va peut-être rentrer dans l'histoire personnelle. Je donnerai pas tous les détails, mais je suis quelqu'un qui a une vie aussi, quand j'étais jeune notamment. Vers l'âge de 15, 16, 17 ans, j'avais déjà une vie d'adulte parce que les choses de la vie ont fait que j'ai dû assumer certaines choses familiales, etc. Et à l'époque, mon exutoire, ou mon rêve en tout cas, c'était justement de faire tout ce que je fais aujourd'hui. Et c'était quelque chose qui me permettait de fuir mon quotidien, si tu veux. C'était quelque chose qui me permettait de me dire, mec, accroche-toi parce qu'en fait, au bout, tu vois, il va y avoir vraiment quelque chose de très intéressant. Et aujourd'hui, en fait, à chaque fois qu'il y a un accomplissement de choses que je rêvais de faire quand j'étais petit, quelque part, tu vois, il y a justement je disais accomplissement, il y a ce sentiment d'accomplissement, tu vois, qui tient. Et que quand tu as la chance d'avoir une émission à laquelle tu pensais quand tu étais petit, que tu rêvais de faire, que tu as monté toi-même, alors avec des gens, on en parlera, tu vois, qui ont aidé à ce que ce projet sorte, quelque part, en fait, tu peux pas lâcher le morceau, c'est que le début de l'aventure. Et donc, il y a cette adrénaline, il y a ce pulse où tu te dis qu'on est des privilégiés, en fait, tu vois. Alors, il y a le sacrifice qui fait qu'on en est là, mais in fine, on est des privilégiés, on est payés à parler de Formule 1, à commenter des matchs, à rencontrer les gens qu'on rêvait de rencontrer quand on était petit, à vivre des émotions, parce qu'on a vécu des émotions à travers le projet des Pistonnets qui sont extraordinaires et des trucs que je pensais jamais vivre. On va en parler. Mais voilà, donc comment je fais? Quelque part, c'est beaucoup plus facile en fait de dormir 2 heures et de dormir 2 heures sur un interstice de 48 heures que de faire des boulots comme j'ai pu faire quand j'étais étudiant, quand j'étais jeune, de se taper 10 heures de caisse par exemple à la FNAC ou d'être manutentionnaire à 5 heures du matin au Monoprix. Ça, c'est des gens, tu vois, qui méritent le respect. Nous, quelque part, on fait des sacrifices, mais on est récompensé par rapport aux sacrifices. Après, pour moi, il faut pas se flageller non plus. Tu as beaucoup travaillé clairement, bien sûr, pour en arriver là. Et globalement, et d'ailleurs, je pense que souvent les gens ne se rendent pas compte du sacrifice, t'en parlais tout à l'heure, qu'il faut, même si je me plains pas non plus, hein, mais il y a beaucoup de travail. Il y a beaucoup de travail, beaucoup de sacrifices, beaucoup de... Ouais, tu travailles le week-end, tu travailles tout le temps, en fait. Tu travailles tout le temps. C'est la démarche entrepreneuriale, entre guillemets, qui fait que tu travailles tout le temps. Donc c'est quand même une réussite qui a été déclenchée, tu vois, c'est pas de la chance, ça vient pas, il y a pas de cadeau, tu vois. Complètement. Il y a pas de cadeau, ça n'existe pas. Complètement. Donc OK, c'est le moteur, c'est la passion. Le moteur, c'est la passion et je pense que c'est tu sais, j'écoute beaucoup de rap, c'est mon autre passion à côté du sport. Et tu sais, PNL parle beaucoup de la haine qui les anime. La haine qui les pousse vers le succès, tu vois. La haine, en fait, tu sais, y a un super doc qu'avait fait Olivier Dacour sur Canal+, c'était Ma part d'ombre. C'est comment, en fait, certains accidents de la vie te donnent une force supplémentaire pour justement passer des caps et réussir à faire ce que tu as envie d'entreprendre. Et moi, je pense clairement que je fais partie de cette école-là. C'est-à-dire que c'est qu'il y a quelque chose, je pense, qui m'anime, peut-être je sais pas, un supplément d'âme, c'est un grand mot, tu vois, c'est très littéraire, un peu pompeux, mais c'est quelque chose qui me quittera jamais, tu vois. Alors, ça peut être une faiblesse parce que des fois, tu fais un peu trop de sacrifices vis-à-vis d'une vie professionnelle qui est certes
magnifique, incroyable, mais il y a une vie personnelle aussi également à avoir à côté. Puis la santé aussi. Et la santé, etc. Tu vois, c'est sûr que je conseille pas aux gens qui nous regardent de dormir 3-4 heures par nuit. Il faut, voilà, ça astreint certaines choses si on a envie de vivre longtemps. Et j'espère que ce sera le cas. Mais voilà, c'est un désir en fait une sorte de pied-nez à la vie, tu vois. Je pense que rien ne me prédestinait à faire ça si ce n'est la passion. Et j'ai vraiment envie d'étirer le bazar le plus longtemps possible et le plus loin possible. Tu bosses sur plusieurs sports du coup. Ouais. Foot, F1. Voilà, et ici, moi je t'ai même vu animer une émission sur le cyclisme. Ouais. J'ai commenté de l'aviron aussi. J'ai commenté de l'aviron, j'ai commenté de la boxe, j'ai commenté du tennis de table, mais ça c'était quand je commençais. En fait, quand j'ai commencé à faire du journalisme sportif, il y avait un de mes profs, Jean-Pierre Gagic, pour pas le citer, qui est sur TF1, présentateur d'Automoto, qui m'avait dit, de toute façon, quand tu vas débuter, tu pourras pas dire non. Parce qu'il faut que tu fasses tes preuves et que t'es personne, donc humilité, tu peux pas dire non. Donc dès qu'il y avait une proposition, je disais oui. C'est comme ça que je me suis retrouvé à faire de l'aviron pendant 3 ans, du tennis de table, on m'appelle dans une salle à Chartres, année 2014. Je me disais, qu'est-ce que je fous là, tu sais, pour moi, c'est du ping-pong, on disait pas du tennis de table, c'est du ping-pong avec les copains, oasis tropical, c'est genre barbecue, tu vois, etc. Bon, bref, je vais pas manquer de respect à ce très joli sport parce que j'ai découvert des choses absolument incroyables à travers ça. Mais oui, voilà, c'est ça, tu vois, c'est pour moi, à chaque fois, c'est des challenges. Et ensuite, il y a une passion globale pour le sport. Quand j'étais petit, je suivais tous les sports, j'étais un geek de sport, tu vois, moi, je n'ai pas grandi avec Dragon Ball ou Harry Potter ou Le Seigneur des Anneaux. Moi, je m'en fichais complètement. Ce qui m'intéressait de savoir, c'était sur le Super G, est-ce que le Français il allait gagner. Enfin, tu vois, j'ai toujours eu cette fibre au sport. Ça a été toujours ma passion et même un idéal de vie, parce que pour moi, à travers le sport, tu vois, on raconte des histoires humaines et j'ai toujours été mais passionné par ces sportifs. En fait, c'est pour ça que je me suis jamais projeté en me disant je serai sportif professionnel, parce que ces mecs-là, j'ai toujours considéré, j'ai très vite compris qu'ils n'étaient pas faits du même bois que nous. Et donc en fait, je voulais être au contact de ces mecs-là pour comprendre qui ils étaient et pour me nourrir d'eux, tu vois. Pour moi, c'est très important, tu vois. Bon, il y a une différence quand même entre aimer le sport et être capable de commenter du sport, hein. C'est pour ça que j'allais te demander en fait, comment tu peux être calé, comment tu peux être suffisamment calé dans tous ces sports. Alors après, peut-être que comme tu distribues aussi la parole et quand tu es animateur, c'est un peu différent parce que tu vas moins dans la chronique. Mais même quand tu commentes un match de foot hors équipe de France, tu vois ce que je veux dire, il faut quand même que tu te prépares, il faut du temps, il faut que tu sois calé. Comment on fait ? C'est l'esprit journalistique, c'est-à-dire que pour moi, qu'est-ce que c'est ? Ce serait quoi la définition qu'on donne d'un journaliste ? C'est une éponge, tu vois, qui se met à un endroit et qui se gorge et qui derrière, tu vois, tu la presses et elle ressort, elle recrache tout. C'est du travail, c'est de la préparation. Tu vois, par exemple, quand j'ai fait de la boxe, quand on m'a proposé de commenter de la boxe, au début, j'ai dit au mec, j'ai dit non, t'es fou, j'ai jamais fait pratiquer, je connais pas ce sport et tout, etc. Il me dit non, mais franchement, je te jure que ça serait bien. David Théophile, pour pas le citer, qui m'avait proposé ça. Et tu regardes énormément de combats, tu vois un petit peu dans la forme quand est-ce que les mecs commentent et comment ils commentent. Dans le fond, tu travailles aussi également avec des sportifs, c'est-à-dire que tu poses des questions. Et puis il y a la troisième partie qui est un petit peu plus scolaire, c'est que tu vas en bibliothèque, tu retrouves, par exemple pour le national, tu vois, moi je travaille beaucoup en bibliothèque où je me fais beaucoup de presse quotidienne régionale où tu as beaucoup de portraits de joueurs, etc., etc. Donc c'est de la préparation, c'est énormément de préparation. Et ensuite, je pense qu'il y a l'ADN sport, tu vois, c'est-à-dire le champ lexical, la manière d'amener les choses. Mais pour moi, tu vois, et Pierre Salviac, une fois, me l'avait dit, qui était un ancien commentateur de rugby à qui j'ai tout pompé, je vais pas te mentir, sur le foot. Je lui ai pris plein d'expressions parce que ce mec-là, tu vois, la cabane est tombée sur le chien, la balle à l'aile, la vie est belle, tu vois, c'est des phrases qui m'ont marqué étant gamin. Pierre Salviac m'avait dit, en fait, commentateur sportif, c'est le métier qui se rapproche le plus du journaliste, en fait, général. C'est-à-dire qu'il disait même que commentateur sportif, en fait, c'était pour te préparer à être reporter de guerre, qui était l'un de mes vieux rêves quand j'étais petit aussi, en dehors du sport. L'idée, c'est vraiment d'être cette fameuse éponge. Et c'est ce que j'applique aujourd'hui quand je vais commenter, tu vois, peu importe le sport que je vais faire. Après, maintenant, avec le temps, j'ai un petit peu plus le choix des sports que je peux suivre et j'ai beaucoup recentré, tu vois, sur notamment la Formule 1 et le foot, qui sont quand même des disciplines et des domaines que je suis depuis gamin, quoi. Du coup, c'est parfait, puisqu'on en arrive à ma question d'après. Pourquoi la F1 maintenant ? Parce que j'ai l'impression que c'est quand même le cœur. Ouais, clairement. Ça vient d'où ? Enfin, pourquoi la F1 et ça vient d'où ? Alors, je pense qu'il y a plusieurs choses et c'est vrai que c'est une question qui est souvent posée aux gens qui traitent la Formule 1 ou qui aiment la Formule 1. Comment c'est venu ? Je pense que peut-être que tu vas te retrouver là-dedans parce que moi, je me retrouve souvent dans les réponses qui sont généralement données. Il y a la voiture. Moi, la voiture, c'est un objet qui, depuis petit, alors je sais pas pourquoi, mais depuis petit, c'est quelque chose qui m'obsède. Tu vois, j'avais 8 ans. Dans les toilettes, tu vois, de mes grands-parents, il y avait systématiquement Auto Plus. Et le premier réflexe quand j'arrivais là-bas, c'était
me mettre sur le trône forcément, ça tout le monde le fait, et derrière d'ouvrir Auto Plus et de regarder les cotes des bagnoles. Comment à 8 piges, comment à 8-10 piges, tu peux commencer à regarder les cotes des voitures d'occasion, tu vois. Et je me projetais, je me disais, bon, tu vois, si j'ai, à l'époque c'était des francs, tu vois, si j'ai 30 000 francs, 50 000 francs, est-ce que j'achète une BX millésime ou est-ce que je me laisse tenter par une petite Ford Mondeo? Tu sais, j'étais là dans un imaginaire, moi j'ai toujours été très rêveur, tu vois, toujours voilà, à m'échapper dans mes rêves et tout. Et donc la voiture a toujours été un truc qui m'a passionné, époustouflé. Pour moi, ça a toujours été de l'art, la voiture. Donc il y a déjà cette chose-là. Il y a la famille aussi. Je dirais pas que mes parents et grands-parents étaient des passionnés de Formule 1 ou de sport automobile, mais ils baignaient dedans parce que mon grand-père travaillait chez un pétrolier, mon père a travaillé chez un pétrolier, et donc il y avait justement cette culture du sport automobile. Tu vois, mon grand-père par exemple travaillait chez Shell quand Shell était sponsor de McLaren. Donc du coup, bah, il y avait des posters, tu vois, je récupérais des posters que mon grand-père récupérait au boulot. Mon père a longtemps bossé chez Total, donc il me racontait, tu vois, des fois, quand Total était sponsor, je crois, de Prost à l'époque, t'avais Panis ou Trulli qui venaient signer les autographes au taf, ou ce genre de trucs et tout, etc. Et donc tout ça, tout cet univers fait que eux étaient quand même connectés à la Formule 1, et donc il y avait de la Formule 1 à la télé. Et il y a eu un élément déclencheur qui m'a vraiment sidéré, c'est que le premier Grand Prix que j'ai regardé avec mon père, en tout cas le premier souvenir que j'ai, tu vois, de la Formule 1 à la télé, c'est Imola 94. Je suis tout gosse, hein, parce que je dois avoir 6-7 ans, et je vois mon père dégoûté, qui aimait beaucoup Ayrton Senna, et surtout choqué par ce qu'il a vu, qui coupe la télé, tu vois, et là je sens qu'il y a un truc, tu vois, assez particulier, et ça m'intrigue en fait. Ça m'intrigue en fait que ces bagnoles qui font du bruit, ces bagnoles qui vont vite, on voit pas l'émotion, si tu veux, des pilotes, etc. Donc il y a une part d'ombre, une part de mystère et tout, etc. Et j'ai été, je pense, touché par l'émotion, en tout cas, que procuraient ces voitures. Et de là, des questions, du fantasme que j'avais autour de ces bagnoles. Au début, les Formule 1 me plaisaient pas parce qu'il n'y avait pas de toit. Tu sais, en fait, t'es très pragmatique quand t'es gosse. Il n'y avait pas de toit, tu vois, il n'y a pas de coffre. Ouais, ça ressemble à rien, quoi. Oui, c'est ça ressemble à rien. Je me disais, mais en fait, c'est moche, tu vois. Ouais. Et c'est après que je me suis encore un peu plus intéressé aux Formule 1 qu'aux voitures de Et du coup, non. Derrière, t'as commencé à suivre ça, t'as continué. Non, c'est bizarre parce que, tu vois, alors, Imola 94, mon père est vraiment choqué, et mon père, vraiment, tu vois, genre en mode... je dirais pas qu'il a arrêté de regarder la Formule 1, mais il a arrêté de suivre la Formule 1. C'est-à-dire qu'il, tu vois, si on partait le week-end, il enregistrait les Grands Prix, il les regardait après, tu vois, il y avait tout ce truc-là et tout. Et là, ce jour-là, il coupe la télé, tu vois. Et tu vois, quand tu vois tes parents qui sont tracassés par quelque chose qui vient de se passer en direct, moi, je savais pas qu'il était mort Senna à ce moment-là, je l'ai su après. Ouais. Mais je me suis dit, tiens, il y a un truc. Et puis, ce qui s'est passé, c'est que saison 94, du coup, je me prends d'amour pour ce pilote qui s'appelle Damon Hill. Voilà, parce que dans mon imaginaire de gamin, je me disais, mais comment ce mec-là peut remonter dans une voiture alors que pour moi, tu sais, les pilotes, c'était pas des coéquipiers, c'était des copains. Pour moi, tu sais, s'ils étaient chez Williams ensemble dans la voiture bleue, pour moi, c'est parce qu'ils étaient des copains, tu vois. Et donc, du coup, je me disais, comment le mec, il arrive à remonter dans la voiture alors que son copain est mort, tu vois. Et j'avais un imaginaire autour de ce gars-là. Donc, j'ai commencé à suivre un petit peu 94. En fait, je suis tombé dessus par hasard. C'est qu'un matin, je voulais suivre les dessins animés, je voulais regarder les dessins animés sur la une, et en fait il n'y avait pas de dessin animé ce matin-là, c'était le Grand Prix. Et d'ailleurs je crois que c'est le dernier Grand Prix de la saison, c'était Adélaïde, où il y a le fameux crash avec Schumacher. Et tu sais, en bon français, tu sais, qui préfère toujours Goliath, David à Goliath, tu vois. Je me prends d'amour pour ce mec qui, pour moi, s'est fait voler, même si je n'en avais pas tout à fait conscience. Il y a ce casque iconique qui me reste en tête. Il y a ce mec, gentleman et tout, etc. Machin. Cette voiture aussi, les couleurs de la Williams, cette livrée Rothman qui était absolument extraordinaire. Je me prends d'amour pour ce mec. Et donc, c'est là, à ce moment-là, que je me dis, oh ouais, la F1, c'est un truc de dingue. 95, je commence à suivre la saison et Schumacher tue tout suspense d'entrée de jeu. Donc, du coup, je regarde 2-3 courses, mais j'arrête. Et c'est 96. 96, même coup, je me réveille pour regarder les dessins animés. Et là, je vois Damon Hill en tête du Grand Prix avec cette voiture bleue qui vole. Et là, depuis, j'ai plus jamais arrêté, quoi. Voilà. Ouais. C'est beau hein, comme histoire. Bah ouais, en tout cas, c'est. En tout cas, je connaissais pas le détail. Ouais, en tout cas, c'est la mienne, tu vois. Et je peux te dire que mon père, là, il recommence. Maintenant que j'ai monté les pistonnets et tout, je sais qu'il recommence à regarder un peu les Grands Prix. Mais mon père, tu sais, je te dis, la mort de Senna, ça a été. Mais je crois que comme toute une génération de nos parents, tu vois, c'était genre, en fait, le prophète est mort. Et donc du coup la passion s'arrête et c'est bizarre parce que je suis retombé sur un vieil article du Nouvel Observateur justement de mai 94 qui explique que la grande question c'est de savoir
on ne pouvait plus montrer de mort en direct à la télé. Donc comment la Formule 1 allait faire à ce moment-là. Et un article qui datait, je crois que c'était du Monde, qui datait de 1 an ou 2 après le drame de Imola, qui expliquait que les audiences de la F1 étaient à ce moment-là en chute libre, tu vois. Donc c'est quand même un effet, je pense que nous on l'a pas vécu. Moi comme je dis, j'avais 6-7 ans, donc j'étais jeune, c'est des bribes de souvenirs que j'ai, mais j'aurais été curieux, tu vois, curieux. Je ne dis pas que j'aurais aimé avoir l'émission des pistonnés à ce moment-là, parce que ça va être très très dur à traiter. On en a parlé avec Jean-Louis Moncès, je pense que ça a dû être horrible pour les mecs qui ont vécu le truc de l'intérieur. Mais voilà, je pense que ça a été un marqueur, un choc en tout cas pour l'univers de la Formule 1 et pour les suiveurs. C'est fou à quel point, si tu veux, ce week-end-là, Imola, revient dans toutes les bouches. C'est-à-dire que cette génération-là a été marquée par ça. Même nous, tu vois, moi, j'avais 1 an. Je me souviens pas du tout, hein, mais je sais que moi, mon père a été extrêmement marqué par ce moment-là. Et si tu veux, quand tu en parles avec absolument tout le monde, il y a eu un avant et un après. Et d'ailleurs, il y en a eu un avant et un après à la FIA, il y a eu un avant et un après partout. Donc en fait, je trouve ça fou que toi-même, dans ton histoire personnelle, ce soit le cas. Mais parce que ça veut dire qu'aussi ton premier apprentissage de la Formule 1 se passe avec la mort. Et c'est aussi pour ça, moi, je pense que j'ai aimé ce sport-là. C'est parce que, même si ça peut paraître brutal pour un gamin de 7 ou 8 ans, je sais même pas comment mes parents m'ont expliqué ce truc-là, d'ailleurs. Je ferais que je demande à mon père, tu vois, mais c'est là où il y a la notion de gladiateur, tu vois. Et ce truc d'Imola 94 m'a vraiment pas hanté, mais m'a trotté dans la tête. Et je sais que depuis, j'ai fait beaucoup de recherches, j'ai lu énormément de choses. Dès qu'on a un acteur dans les pistonnés ou dans tout ce qu'on entreprend qui a vécu, si tu veux, ce moment-là, systématiquement, même si c'est hors micro, tu vois, Jean-Louis Moncet, je l'ai asséné de questions. Jean-Luc Roy, on en a parlé énormément. Tous les témoins, en tout cas de cette époque-là, j'adore leur poser des questions pour mieux comprendre. Parce que, si tu veux, il y a cet événement est un marqueur parce que la F1 vit dans une insouciance totale. C'est le pinacle du business à ce moment-là. On n'écoute pas les pilotes parce que si tu te remets un petit peu dans les faits, dès les essais hivernaux, des pilotes s'étaient blessés, il y avait eu des problèmes sur l'aéro, sur plein de choses, et les pilotes avaient dit attention, ces voitures-là sont dangereuses, on n'est pas assez protégés. Tu revois les images d'ailleurs, tu vois que au niveau de l'habitacle, les mecs ils peuvent quasiment mettre le coude à la portière parce que rien n'est protégé. Et il y avait eu beaucoup de warnings, beaucoup d'alertes. Ça faisait longtemps qu'on n'avait pas eu aussi un mort en Grand Prix, en Formule 1. On pensait qu'il n'y en aurait plus jamais. On pensait qu'il n'y en aurait plus jamais. Et si tu veux, c'est la F1 qui s'est rappelée au bon souvenir. Et quand il y a eu des morts dans une période plus récente, par exemple Jules Bianchi, tu vois, ça a été le deuxième avertissement, tu vois, de dire attention, ce sport il tue, attention, ce sport est dangereux. Des Piello a l'habitude de dire, quand tu achètes un ticket pour aller voir une manifestation de sport automobile, il y a marqué, tu vois, le sport automobile est dangereux, tu vois. Et ça, c'est, je pense, à la fin des années 90, l'ère des Golden Boy, de l'insouciance aussi également avant le passage au nouveau millénaire, on avait complètement oublié ça et ça a été un rappel brutal. Et le pire, je vais te dire, c'est que ça a été un rappel brutal parce que c'était Senna. Je pense que ce week-end-là, si il y en a deux, uniquement Roland Ratzenberger qui se tue en qualification, il n'y a peut-être pas tout ce qui se passe après, tu vois. Je pense que le fait qu'on ait touché à l'emblème, à celui qui était le Pelé de la Formule 1, je vais le dire ainsi, tu vois, quelque part, c'est là où ça a d'autant plus marqué les consciences. Oh, c'est vrai, puis même aujourd'hui, en fait, je trouve que là, récemment, avec l'accident malheureusement d'Antoine Hubert, même celui de Romain Grosjean, on se rappelle et on se rend compte que ça peut arriver. On voit des énormes cartons et je pense qu'il faut donner de la valeur à ça, mine de rien, parce que c'est quelque chose, t'imagines que c'est un sport. Alors il y a des morts au foot, ça arrive aussi malheureusement, il y a des gens, on a vu Eriksen qui n'est pas passé loin récemment, ça arrive, mais c'est vrai que on sait qu'en sport automobile, tu peux te blesser très gravement et tout le monde en est conscient. Mais tu sais, on commente ensemble des Grands Prix sur Winamax. Moi, j'ai commenté aussi également pour Automoto la chaîne, les 24 heures de Daytona, les Grands Prix historiques, etc. Je sais pas si tu te le dis, toi, avant de rentrer en studio, mais moi, je me le dis systématiquement. On peut peut-être assister à un drame. Et de là découle la deuxième question, c'est si ça arrive, comment on fait, tu vois. Parce que personne n'est préparé à la mort, personne n'est préparé à la mort en direct, en Mondiovision. Et toi, en tant que journaliste, peu importe la définition que tu te donnes, comment tu traites ça? Et j'ai un respect immense et éternel pour Julien Febvre. Si vous avez l'occasion d'aller vous faire la masterclass malheureusement dans une période funèbre, mais du Grand Prix du Japon 2014 à Suzuka, ce qu'a fait Julien Febvre, c'est une masterclass journaliste parce que il sait pas ce qui se passe. Il sait que la famille l'écoute. Et il sait que la famille l'écoute, donc il y a moi je l'ai vécu dans le foot par exemple, je te raconterai un épisode comme ça, tu sais que la famille écoute, tu sais qu'il se passe quelque chose de grave, tu ne sais pas quoi, parce qu'il
il l'a dit après. Et tu dois gérer les émotions. Il y a aussi ce truc en Formule 1 où les journalistes sont très très proches du circus, des pilotes, des ingénieurs, des directeurs d'écurie. Et garder ton ton journalistique, traiter l'information alors que tu n'en disposes pas et que tu sais que les choses sont graves, moi je dis franchement, je dis respect. Et je l'ai vécu, moi, en foot, avec un joueur qui a fait une crise cardiaque devant mes yeux, mais vraiment devant moi. C'est-à-dire, le mec s'écroule et tu vois tout de suite que c'est pas une douleur à la cuisse, c'est pas un malaise vagal ou quoi que ce soit. Tu vois un mec convulsé, tu vois la panique et tout. Et c'était d'autant plus triste que c'était un mec que j'appréciais beaucoup. Alors, il n'est pas mort, hein, je rassure tout le monde. Mais c'est quelqu'un que j'apprécie beaucoup parce qu'on partage les mêmes origines. Il est corse, originaire en plus de Bastia. Et que c'était un joueur que j'adorais, qui était promis à un grand avenir. Et je savais que ses parents nous regardaient. Ses parents sont restaurateurs en Corse. Ils nous avaient déjà envoyé des petits messages pour nous dire voilà, on aime bien quand c'est vous qui commentez et tout. Et quand tu vois le truc, tu sais pas quoi faire. Tu te dis, est-ce que je dis la vérité ? Oh là là, il se passe quelque chose de grave, le mec est en train de convulser, tout en sachant que la famille est à 1000 km, va devoir prendre un avion pour venir, donc en fait, t'as pas envie de les faire paniquer. Est-ce que je mens ? Et en fait, j'avais pris le parti de dire il est blessé. Voilà, parce que j'avais pas les informations, encore une fois, peut-être des formations journalistiques, tu vois, voilà. Mais en tout cas, ce cas de figure-là m'a hanté. Je te jure, pendant 2 jours, j'étais pas bien, tu vois, parce qu'en plus, après, tu sais, avec les réseaux sociaux, les gens te disent commentateur, t'as vu ce qu'il a dit ? Il a dit que le gars était blessé, alors qu'il a fait une crise cardiaque et tout, etc. Mais c'était un choix propre, tu vois, parce que je savais que la famille écoutait. Et quand j'avais entendu ce truc de Julien Febvre sur le Grand Prix du Japon, cette interview, il parlait du métier de commentateur et des difficultés. Mais en fait, on boucle avec ce qu'on disait au début, c'est-à-dire que nous, on est là pour l'entertainment, on est là pour le spectacle, on est là pour divertir les gens, même si c'est pas nous qui le faisons directement, c'est le spectacle, et nous, on n'est que des témoins de ce spectacle-là. T'es jamais prêt, en fait, à affronter la mort. Ouais. Et c'est le défi, en fait, du sport automobile et de la Formule 1, c'est que, à la différence du foot, quand je rentre en studio avec toi, quand on commente, je me dis toujours, attention, tu vois, ouais. Attention, il peut arriver une dinguerie, et quelque part, tu vois, commencer à préparer, je me prépare pas à la mort, tu vois, mais je me dis qu'on peut peut-être assister à un drame. On sait que ça peut arriver, quoi. Exactement. Du coup, justement, bon, petit saut dans le temps. Tu as dit tout à l'heure, tu as monté les pistonnets. Ouais. Ça commence à faire un moment. Ouais. C'est quoi, de 2018 ? C'est la 5e saison. En fait, c'est début 2019 qu'on a fait la première émission. Bravo, ça tient, c'est ouf. Ouais, c'est incroyable. C'est quoi l'histoire ? Ah, l'histoire, c'est encore une belle histoire, ça. C'est là, les gens vont se dire il a de la chance, mais encore une fois, c'est un peu ce que tu disais. Je pense que la chance, la réussite se provoque. La chance tombe tout cuit dans le bec et la réussite se provoque. En fait, je suis rentré à Webedia par l'intermédiaire de Thomas Dufont et Erwan Abotret, qui sont les producteurs de First Team et les incarnants aussi au niveau du basket. C'est des mecs que je connaissais parce que, en fait, à Dailymotion, il y a très longtemps, 2015, je crois, il y avait une pépinière de talents, ce qu'ils appelaient comme ça. Moi, je m'occupais du foot. Il y avait Mehdi Maizi qui s'occupait des cultures urbaines, notamment le rap. Et tu avais Tom et Erwan qui s'occupaient du basket. Mais en vrai, bon, il y avait des petites connivences, tu vois, on s'appréciait bien et tout. Et Mehdi, à l'époque, une chaîne s'était montée, ça s'appelait Au Calme TV, c'était la chaîne de Booba, tu vois, donc encore des trucs complètement lunaires. Mehdi nous dit voilà, Booba veut monter une chaîne sur le sport et je vous ai proposé. Ok, d'accord. Donc on fait des réunions pour monter cette émission et tout. Booba comment s'appelle tu sais, en visioconférence, qui nous donne son avis de comment faut faire les trucs. Je vous dirai pas les détails d'ailleurs parce que sinon ça sera un peu chaud. Mais bref. Truc complètement lunaire, je me retrouve avec ces mecs-là à peut-être bosser pour Booba. Puis finalement, Booba, qui est un de mes maîtres à penser, bien évidemment, pour ceux qui me suivent un peu sur Instagram. Donc voilà, et si tu veux, l'émission ne se fait pas. Et là, Tom et Erwan rentrent à Webedia, ils montent un projet foot et ils me disent écoute, voilà, c'est pas fait avec Au Calme, mais on va travailler ensemble, on a grave envie de travailler avec toi et tout, etc. On monte une émission foot. Coup de chance, la première émission de foot, c'est le débrief de la remontada Barcelone-PSG. Derrière, il y a le titre de champion du monde. Bref, on installe une émission de débrief et tout, etc., qui marche bien. Et Thomas et Erwan avaient dans l'objectif ils avaient leur module basket, il y avait cette émission foot, et ils se sont dit, on va lancer sur d'autres sports. Et on est donc au mois de on est au mois de mai 2018, et on est invité sur CNews, qui s'appelait iTélé, je crois, à l'époque, par Thibaut Vézirian, pour débriefer. C'est une émission qui s'appelait 20h Sport, je crois, un truc comme ça, un dimanche soir, et il fallait débriefer l'actualité du sport. On venait pour le foot, il y avait eu la retraite de Francesco Totti ce jour-là, et il y avait eu surtout le Grand Prix de Monaco 2018. Et il se trouve que le mec qui devait parler Formule 1 est malade ou n'est pas venu. Et donc Thibaut se retourne vers nous, il dit est-ce qu'il y en a un qui peut parler de Formule 1, les gars, parce qu'il faut qu'on en parle. Je crois que Ferrari avait gagné cette année-là. Il faut qu'on en parle et tout, etc. Et moi, je lui dis, bah oui, grave.
Et Thomas Erwan se retourne vers moi, il dit, mais attends, toi, t'aimes la Formule 1? Je dis, ah, bien sûr, c'est un sport de ringard, mon gars. La Formule 1 n'est pas hype à l'époque. Hein. Et la Formule 1 n'est pas hype à l'époque, tu vois. Et c'est un truc un peu secret, c'est pas à tout le monde, tu vois. Il dit, c'est incroyable. Et puis, bon, Thibaut Belance. Alors, Manu, Grand Prix de Monaco, qu'est-ce qui s'est passé? Undercut, machin, trafic, voilà ce qui s'est passé. Voilà pourquoi machin a gagné, tatati, tatata. On sort du studio et Thomas Erwan me regarde et me dit, putain, mais gros, t'es calé, en fait. Je fais, c'est en vrai, de base, c'est le sport que je préfère. Parce que de base, c'est vraiment le sport que je préfère, tu vois. Puis ils me disent, mais faut qu'on lance un truc. Il n'y a rien qui existe sur la Formule 1. Je suis bien sûr qu'il n'y a rien qui existe sur la Formule 1 et tout. Bon, écoute, réfléchis à un truc et propose-nous un truc et on verra. Et puis, bon, la saison se passe et tout. Et le soir, ça va te parler, tu vas voir, cette anecdote. Le soir du Grand Prix d'Abu Dhabi 2018, il y a l'un de nos idoles communs qui prend sa retraite, sa première retraite, Fernando Alonso. Et mec, vraiment, hein, je suis devant, je me rappelle très bien, je suis devant ma télé. J'ai dit à ma meuf, genre, vas-y, va faire une balade, j'ai besoin de vivre ces 2 heures là avec mon idole absolue, j'ai besoin de vivre ces 2 heures seul, je suis dans le canapé, tu sais, je me prépare et tout. Je vis cette course et à la fin, franchement, je suis pas un garçon qui pleure énormément de sa vie. J'avoue, j'ai pleuré. J'avoue, j'ai pleuré cette scène magnifique. Hamilton, Alonso, Vettel, les donuts et tout. Je suis là, j'ai putain, mais tu sais, genre et tout, c'était trop, tu vois. Et donc, la course se termine. Je regarde Formula 1 comme tous les gens qui aiment la Formule 1. Sauf que j'en ai pas assez, tu vois. J'ai pas assez de contenu. Donc, je vais sur YouTube. Et là, je tombe sur un débrief. Il y avait Hydro à l'époque, des Piello, tu avais Greg de Rupteur et tu avais Jeff, un personnage que j'aimais beaucoup dans le circuit F1. Et je regarde leur émission et tout, machin, mais je reste sur ma faim. Il me faut du contenu. J'ai une soif de contenu, en fait. Je me dis, il me faut du contenu. Tu vois, je peux pas en rester là. Mon idole vient de partir à la retraite. J'ai besoin d'avoir des mecs qui ont des avis forts. J'ai envie d'une discussion à laquelle je peux participer depuis chez moi. Et puis, en fait, il n'y a pas de proposition sur YouTube. Il n'y a rien qui se fait sur la Formule 1. Et là, on est dans la nuit, je me rappelle. Polo Harrer, qui est le réalisateur de l'émission des Pistonnés, qui est une tête pensante de First Team, m'envoie un texto, il me dit, je suis triste pour toi, mon Manolo et tout, etc. Il me dit, relance cette idée d'émission Formule 1. Et là, mon gars, je me rappelle, j'arrive pas à dormir la nuit, parce que je suis toujours dans mon truc, je déteste les derniers Grands Prix de chaque saison, je suis toujours triste et tout. Et là, je prends PowerPoint et je commence à dérouler qu'est-ce que va être les Pistonnés. J'ai tout, sauf le nom. Tout sauf le nom, tu vois. J'envoie à Polo. Polo me dit, putain, ça déchire ton truc et tout, etc. Machin. Il l'envoie à Tom Erwan. Tom Erwan dit, le projet, il est carré. Et puis vient l'intersaison. Et à l'intersaison, je vais bouffer un sort chez Erwan. Et je dis, alors, à la F1, on lance. Il me dit, il avait raison à l'époque, hein, faut pas le critiquer, ne le trash-talkez pas. Mais il me dit, franchement, avec son accent marseillais, il me dit, franchement, Manu, je te le dis, de toi à moi, je pense que ça va pas marcher. La Formule 1, c'est un sport de ringard. Si on lance l'émission, ce sera beaucoup de ressources mises pour pas grand-chose et tout. Gardons l'idée de côté, on l'enterre pas, c'est promis. Mais t'as toute ma confiance, nanana, mais pas pour cette année. Et derrière, il va se passer un choc. Genre 1 mois et demi après, Netflix sort Drive to Survive. Tout le monde en parle. C'est la hype de ouf et tout, etc. Machin. Classique. Et à 1 semaine du premier Grand Prix, appel de Thomas Dufan qui me dit, au fait, tu te rappelles le PowerPoint que tu nous as envoyé, ça tient toujours? T'es chaud de le faire? Je dis, mec, c'est le rêve de ma vie, tu vois. J'ai toujours voulu faire cette émission. Tu vois. C'est une émission que j'ai toujours voulu faire, tu vois. Je dis, bien évidemment, tu vois. Il me dit, ok, bah écoute, je me rappelle, j'avais fait un truc, j'avais dit, il faudrait qu'il y ait un YouTuber, il faudrait qu'il y ait un journaliste, et il faudrait qu'il y ait un mec qui ait une petite expérience de la course, tu vois. Et je lui dis, bon, bah, on va chercher des mecs, quoi. Et en fait, le bouche à oreille fait qu'on a trouvé le meilleur plateau qui puisse exister. Hamza était à l'école avec Paul Harrer. Donc, Paul me dit, écoute, j'ai un petit mec, tu vas voir, super journaliste, calé sur la Formule 1. On rencontre Hamza en 10 minutes, je sais que le mec est trop fort. On bossait avec Omaigol sur l'émission de foot. Le boss d'Omaigol me dit, écoute, j'ai un employé, il a fait du kart, son père a monté une piste de kart, machin, truc et tout. C'était Brice Germain, tu vois. Pareil, en 5 minutes, j'ai compris que ça allait bien le faire. Et il nous manquait le youtubeur. Et j'ai appelé des Piello parce que je regardais un petit peu ce qu'il faisait. Ça faisait partie des mecs que je suivais. C'est le lunaire parce que je l'appelle et tout. Il me dit, ouais, c'est pour présenter l'émission. Je fais, non, désolé, gros, c'est moi qui vais présenter l'émission. Ouais, bah, je verrai si ça m'intéresse. Faut savoir qu'il y avait 0 cash à l'époque. Hein. Il y avait 0 thune, 0 oseille, 0 rien. Et le gars me dit, ouais, bah, vas-y, je viens faire une émission. Et puis on voit. Et puis il est resté pendant 2 ans. Et derrière, dans une discussion WhatsApp, comment on va appeler cette émission, maintenant qu'on avait tout, tu vois, sur le papier. Brice dit, bah on va l'appeler Pistonné, c'est pas mal, non? Moi j'ai proposé que des trucs de merde, franchement, heureusement qu'on m'a pas écouté. Ouais, il y avait les fous du volant, tu sais que les fous du volant, je l'avais proposé avant que Eurosport le fasse. J'ai dit, oh, le fou du volant serait pas mal, non? Les commissaires de piste aussi, j'avais dit. Ah ouais, commissaires de piste et tout. Bon voilà, et quand Brice a dit, mais non, mais les gars, faut qu'on parte sur les pistonnés. Ah ouais. En fait, ouais, c'est bon, c'est ça, on l'a le nom. Parce qu'en fait, ça corroborait parfaitement avec l'idée du programme. L'idée du programme, c'était de dire, on va parler de Formule 1.
sous la forme d'un talk, ça n'existait pas avant. Ça avait existé. Tu avais Autocritique sur Eurosport de Roger Zabel. Moi, je bouffais cette émission comme un porc, je vais le dire. Il y avait Dimanche et Fin qui était présenté par Margot Lafitte. C'était le premier stage d'ailleurs que j'ai fait. Quel média de carrière Eurosport, toujours. Ah, Eurosport aussi. C'était après les Grands Prix. Tu avais cette émission. Et en fait, le concept de l'émission, c'était un présentateur ou une présentatrice et un panel de journalistes F1 ou d'anciens pilotes. Voilà. Moi, j'avais été stagiaire là-dessus. Ça, c'est une anecdote complètement ouf. Mais bref. Et l'idée, c'était de dire on va faire du talk autour de la F1, chose qui ne se fait plus, et on va imposer des nouveaux personnages. Parce que moi, il y avait quelque chose qui me frustrait, et qui me frustre toujours, je le dis, et c'est pas visé, c'est pas une critique visée vis-à-vis de ces gens-là, mais j'ai l'impression qu'un journaliste F1, en tout cas à l'antenne, c'est systématiquement un fils ou une fille d'ancien pilote, c'est systématiquement un truc assez sectaire. C'est-à-dire que si les pistonnés n'avaient pas été créés, Hamza Ramani, Emmanuel Moine et Brice Germain, qui ont des choses à dire sur la Formule 1, et Lucas parlait F1 aussi, s'il n'y avait pas ces nouveaux médias, ces nouveaux supports, des mecs comme nous, jamais une chaîne serait venue nous chercher. Pourtant, je pense qu'on a des choses à dire sur le fond. Je pense que sur la forme, on est capable d'aller toucher un nouveau public. Et c'est ça qui me frustrait. Et c'était ça le truc. C'est ça d'ailleurs le double sens de pistonner. C'est de dire... on est pistonné, bien sûr, au sens piston mécanique, mais c'est le sens de dire, bah, vous voyez, ces 3 mecs que vous ne connaissez pas, ces 4 avec des pilotes à l'époque, ces 4 mecs que vous ne connaissez pas, et ben en fait, ils vont vous apprendre des choses sur la Formule 1, ils vont rentrer dans votre quotidien de passionné de Formule 1. Et je dis pas qu'on a réussi, mais il y a des chances, il y a des gens en tout cas qui ont eu la bonne idée de prendre des bonnes habitudes en regardant l'émission. C'est un travail en cours, mais c'est vrai que même encore aujourd'hui, il y a des gens qui te critiquent sur ta crédibilité quand t'es pas journaliste, ou alors que t'es pas issu de la course ou quoi. Ce que je peux comprendre sur le papier, mais effectivement, les habitudes changent et c'est pas mal, et notamment grâce à vous, je pense. Donc, surtout avec toutes ces années, les 5 années que vous avez mis dans le projet, en vrai, franchement, 5 ans quoi. 5 ans, c'est énorme. Et en fait, c'est énorme, mais en même temps, c'est Thomas Duvant qui m'a dit la dernière fois, quand on a fait la réunion pour relancer la saison 2023, il me dit. Bon les gars, 5e saison des pistonnés, je fais putain 5 ans déjà, c'est incroyable, c'est énorme, moi je les ai pas vus passer, pourtant tu vois on n'a pas beaucoup dormi, on a mis beaucoup de, comme dirait Churchill, de larmes, de sueur et de sang, mais franchement non, tu vois, je les ai pas vus passer, en même temps on a vécu tellement de trucs, et puis en vrai, il y a le fait de parler F1, c'est agréable de parler F1, mais il y a l'aventure humaine, tu vois, et moi en fait c'est aussi ça, tu vois, qui me dope, c'est de partir avec mes gars. Tu vois, c'est souvent ce que je dis, tu vois. Je pense que tout seul, tu vois, la différence de toi, moi, je suis quelqu'un, je pense, qui est incapable de réussir tout seul ou de entreprendre tout seul. J'ai besoin, tu vois, d'avoir mon équipe, tu vois, qui te donne de la force, de toute façon, ça a toujours été comme ça, même quand je faisais du sport, tu vois, j'ai détesté le sport individuel. J'ai fait 1 an de tennis, c'était un supplice, mon gars. J'arrive à l'entraînement, les mecs, ils te regardent et tout. Moi, j'avais besoin, tu vois, de prendre le bus avec mes gars, de faire n'importe quoi, de gagner avec mes gars. Je trouvais que la victoire avec mes gars était toujours plus belle, et que la défaite avec mes gars était toujours plus facile, tu vois. Et voilà, et en fait, j'ai mis, tu vois, un peu de tout ça. Les pistonnés, tu vois, c'est un peu le résumé même de... En fait, avant les pistonnés, j'ai monté plein de projets, moi, tu vois. À 18 ans, j'étais sur une radio associative, on pompait l'after-foot, tu vois, entre copains. J'ai essayé de lancer plein de trucs et tout, qui ont tous échoué. Et en fait, tout ce que j'ai appris de tous ces projets-là, c'est ce qui a réussi, en fait, dans les pistonnés. Et c'est ça qui est ouf, tu vois. C'est-à-dire que pendant 10 piges, j'ai fait des trucs complètement dingos. Les gens me disaient, mais pourquoi tu fais ça, gros? Tu sais, un dimanche soir, c'est important, un samedi soir, c'est important, un vendredi soir, c'est important. Pourquoi tu vas dans une radio associative au fond du 95 pour pomper une émission qui s'appelle l'Afterfoot que tout le monde écoute? Tu vois, on va pas t'écouter tout, on va écouter l'Afterfoot, tu vois. Et tout ce que j'ai appris dans tous ces projets-là, je les ai mis, tu vois, dans les pistonnés. Et là, tac, ça a enclenché, ça a marché. Et c'est ça qui est vraiment cool, tu vois. On fait jamais rien pour rien. On fait jamais rien pour rien. Non, mais c'est exactement ça, tu vois. C'est en fait, tu vas avoir un projet qui va sacraliser, en fait, tous les échecs que tu as eu avant, tout ce que tu as appris, et puis même ta manière émotionnelle de réagir aux choses, tu vois. Donc, ça, c'était plutôt cool. Et puis, pour revenir sur l'aventure humaine, je crois qu'on a vécu des trucs, mon gars. Justement, j'allais te demander, c'est quoi le truc le plus fou? Je pense que le Grand Prix de France, aujourd'hui, c'est le truc le plus dingue, tu vois. Le Grand Prix, ce qu'on a vécu pendant 4 jours au Grand Prix de France, je pense que, tu vois, quand j'étais gamin, pourtant, j'étais un mec qui rêvait beaucoup, je toujours été un grand rêveur. Et je l'avais dit aux gars d'ailleurs, je l'avais dit 2 ans avant, j'avais dit vous verrez, on va faire un plateau Grand Prix de France les gars. J'étais malade et tout. Quelle année, il y a Canal qui paye des millions mon gars pour faire du contenu depuis là-bas et tout. Vous verrez les gars. Moi, souvent dans l'équipe, tu vois, je suis un peu le mec rêveur, tu vois. Comme la 2e année, je leur ai dit vous verrez, on finira à Abu Dhabi. À la fin de la saison, on est à Abu Dhabi, tu vois. C'était le jour de mon anniversaire, ça tombe un 5 décembre, tu vois. Je lui ai dit Abu Dhabi, on fête mon anniv, on regarde la course, on se fait une émission depuis là-bas. Bon, ça, ce rêve-là n'a pas été exaucé. Mais ouais, je me rappelle, j'aurais dit le Castellet, les gars.
on va le faire. Et d'ailleurs, on avait proposé l'idée à Pierre Guyonnet, je croyais pas du tout. Lui m'avait pris pour un zinzin, il me dit, mais toi, tu viens du foot, tu crois vraiment que tu peux mettre ton plateau là? Finalement, c'est lui, Pierre, qui nous a aidé à faire ce truc-là, qui a même pas aidé, c'est grâce à lui que ça s'est passé. Mais oui, le Grand Prix de France, c'est ce qu'il y a de plus fou. Le Grand Prix de France, c'est ce qu'il y a de plus fou en termes d'émotion, parce que tu te retrouves dans le circuit C1, tu te retrouves dans cette machine de dingue. Tu vas boire ton café, tu croises Daniel Ricciardo, y a Lewis Hamilton qui se retourne, qui te demande si t'as pas un micro à lui passer, Latifi, tu te retrouves à faire une interview avec Latifi. En fait, on voit tout ça de l'intérieur, tu vois, et on est crédible. C'est ça qui est ouf, tu vois. C'est ça qui est ouf, c'est de se dire on y est parce qu'on est crédible, ou en tout cas parce qu'on est légitime, tu vois. Et ça a souvent été une bataille. T'en parlais tout à l'heure. Au début des pistonnés, il a fallu montrer notre légitimité, tu vois, et c'était, même nous, je pense que, tu vois, j'ai beaucoup de discussions avec les gars, moi, j'ai pas trop été touché par ça, mais il y a beaucoup de gars avec qui on a travaillé, ou qui travaillent toujours avec les pistonnés, qui parlaient de syndrome de l'imposteur, tu vois, et on a beaucoup lutté contre ça, tu vois, parce que c'était un truc nouveau, c'est que c'était pas, tu vois, avant, des mecs que personne ne connaît, qui se réunissent sur un plateau digne de la télévision et tout, etc., et ça, c'était l'accomplissement, tu vois, d'être au milieu de ce truc, et puis après, t'as le côté ego trip. Moi, je marche beaucoup à l'ego, on va pas se mentir. Côté ego trip, de voir ta piche en 4x3 sur des écrans géants au Grand Prix de France et tout, etc. Quand on m'a envoyé les premiers, je crois qu'il y a Anastasia Lopez, Anna Honner qui m'avait envoyé, je crois, une photo. Elle me dit putain, c'est ouf, on vous voit sur les grands écrans, les gars. Et je croyais que c'était un montage. Tu sais, on aurait cru, un truc fond vert, tu sais, avec ta gueule incrustée et tout. Ça, c'était assez dingue. Et puis voilà, c'était un rêve à accomplir. Il est accompli celui-là. Après, quand tu sors d'un week-end comme ça, tu te dis j'ai envie de le multiplier par 22 tous les ans, quoi. C'est là où je pense qu'il faut rendre hommage à Pierre, c'est que en fait, des youtubeurs qui ont un plateau sur un Grand Prix de Formule 1, c'est un truc qui n'a jamais été fait. Et quand Pierre l'a lancé, quand il a appuyé sur le bouton, ça a été 2 ans de discussion et de travail. Quand Pierre l'a fait, je peux te dire qu'on était tous comme ça, parce qu'il y a la FOM, la Formula One, qui gère tout. Le Castellet devient son endroit. Tu ne peux pas faire ce que tu veux. Ceux qui ont les accès, c'est ceux qui payent des millions comme Canal+. Donc on s'est dit, on peut se brouiller avec la Formula One, on peut se brouiller avec Canal+ aussi. Pierre, heureusement, a fait tout le travail qu'il fallait avec la Formula One et Canal+ pour bien leur expliquer ce qu'on allait faire, qu'il n'y avait rien à voir avec eux, qu'on filmerait pas la piste, que c'était autre chose, une expérience spectateur, que ça nous permettait de faire du contenu et tout, etc. machin. Et moi, je kiffe, tu vois, ce côté, même si encore une fois, on n'a pas découvert l'Amérique, on n'a pas fait la première transplantation de cœur sur un corps humain, tu vois, et tout. Mais il y a quand même le truc de dire, putain, tout ça, c'est parti d'un PowerPoint, un soir de tristesse de décembre 2018, et in fine, on est là en plateau, je suis avec mes gars, et on fait du contenu, on fait le contenu qu'on a envie de faire, avec le ton qu'on a envie de faire. Et ça, là, l'accomplissement, c'est extraordinaire, tu vois, vraiment. J'avoue que moi-même, étant présent sur ce week-end-là, je me souviens de cette fan zone avec tous ces gens où vous étiez limite autant, je sais pas, demandé que des pilotes, quoi, parfois. Ouais, ça c'était gênant par contre. Enfin, c'est gênant, je m'en plains pas, tu vois. J'ai dit que j'étais un homme d'ego, donc donc ce serait bizarre, tu vois, ça serait mentir que de dire que je m'en plains pas. Mais j'ai une scène, tu vois, qui me vient en tête. Il y a Wang Yujo qui est juste à côté de moi. En fait, moi, je remonte, il y avait une allée qui allait vers le podium, et il y a Wang Yujo en train de signer des autographes. Et moi, tu sais, tu te fais discret, tu sens des regards, des trucs, mais tu te fais discret. Et je passe à côté de Wang Yujo, et là, il y a des gamins, des jeunes en tout cas, qui m'interpellent. Manu, viens, signe-moi ma casquette, mon drapeau. Il y a Wang Yujo à côté, tu vois, c'est-à-dire, tu sais pas l'autographe de Manu Moine que tu veux, c'est l'autographe d'un pilote, un vrai pilote Formule 1, pas un mec qui a pas le permis et qui fait que parler Formule 1, tu vois, tous les week-ends. Et je me rappelle, je leur dis machinalement, non, mais intéressez-vous aux pilotes, aux vrais pilotes, et vous êtes là pour eux et tout. Et une nana me dit, mais non, Manu, on t'aime et tout. Et c'était vachement pas stressant, mais tu sais, en fait, nous, on fait notre contenu dans notre bocal, on réfléchit, on passe des heures au téléphone, en réunion, à réfléchir même à des mots-clés, sur des titres, sur des trucs, tu sais, on vit dans un vase clos. Et donc, quand tu te retrouves dans l'épicentre de la réunion de tous les passionnés de sport automobile, etc., et que tu te rends compte, c'est là que tu te rends compte de l'impact du contenu que tu crées, t'étais complètement dépassé, tu vois, et c'est même grisant, tu vois. Bah oui. Même, toi, je pense que toi, tu l'as vécu aussi les 2-3 dernières années où t'es allé au Grand Prix de France. C'est grisant et tu te dis, attention, parce que lundi, t'es de retour au boulot, hein. Tu sais, lundi, t'es derrière ton bureau, et c'est pas tes collègues qui vont dire Manu, un autographe, ou le mec dans la rue, voilà, donc, et c'est, voilà, mais c'est quelque chose qui m'a, en fait, c'est marrant, on a beaucoup parlé avec les pistonnés, autant c'est vrai que c'était assez jouissif, mais c'est un truc, en fait, où, quand t'es journaliste, le sujet reste principal, c'est pas même si l'incarnant est fort,
Quand je dis l'incarnant est fort, c'est pas qu'il est fort dans son de haut niveau, mais quand je dis qu'il incarne vraiment un programme, je pense qu'avec Brice et Hamza, on incarne les pistonnés, tu vois, mais pour moi, le programme est au-dessus des personnages. C'est-à-dire que si moi je quitte les pistonnés demain, si Hamza ou Brice quittent les pistonnés, il y aura toujours des gens pour perpétuer, tu vois, ce projet. Et c'est assez bizarre, tu vois, d'avoir l'impression que le sujet Formule 1 passe en fait après toi ton personnage, tu vois, qui est non essentiel en vrai au fonctionnement de la Formule 1. Demain je décède, je te dis, les pistonnés continueront, et fort heureusement, et la Formule 1 surtout continuera, tu vois, j'ose espérer. C'est quoi l'objectif, c'est quoi le rêve au final? C'est quoi à la fin du chemin, c'est quoi, il y a quoi? Écoute, en fait maintenant que le truc est lancé, que le truc marche. Je parle hors pisto pour toi. Hein. Ah, pour moi personnellement. Oui. Bah écoute, il y a des cases qui se cochent en ce moment, tu vois mon père quand j'avais 17 ans. Mon père, pour me maintenir, on va dire, dans un cadre de mec, rate pas ta vie, m'avait dit un jour, tu prends une feuille et tu me notes 10 trucs que tu veux faire dans ta vie. 10 trucs. Je t'avoue, quand t'as 17 ans, noter 10 trucs que tu veux faire dans ta vie, ça demande réflexion, tu vois. Et j'avais noté notamment le fait de monter une émission de talk sur la Formule 1, j'avais noté d'écrire un livre sur la Formule 1, et je pense au moins 5 points qui concernaient la Formule 1. L'idée, c'est de rester, je pense, l'objectif majeur, c'est de rester le plus longtemps possible, tu vois, dans ce microcosme, de faire croître ce projet. Je pense que les gens pensent que les gens s'imaginent que les pistonnés maintenant c'est lancé, ça marche et que ça va durer ad vitam aeternam, qu'on est parti sur 10 ans, 20 ans, hein. Mais en fait ce projet-là chaque année il est remis en question, tu vois, tous les 6 mois il manque de se casser la gueule, faut trouver des financements, faut aussi que tes producteurs continuent à te suivre, et ça pour le coup j'ai les meilleurs producteurs du monde qui font une confiance aveugle et qui sont des mecs qui se mettent en 4 pour nous. Il faut aussi également que ton plateau, tu vois, par exemple, Despiello a quitté les pistonnés à un moment donné, tu vois, on se posait la question, merde, comment on fait maintenant, tu vois. Si Hamza ou Brice venait à quitter l'aventure, ça remettrait aussi en question certaines choses, parce que, voilà, moi je suis attaché à mes gars, tu vois, c'est mon équipe, tu vois, jusqu'au bout. Donc l'idée, c'est de faire perdurer ce projet, et après, moi j'ai des objectifs, j'ai envie que cette émission s'installe comme la numéro 1 de manière durable. Tu vois, je prends l'exemple, l'un des grands exemples qui a aussi nourri ce projet pistonné, c'est l'Afterfoot. L'Afterfoot, ça va faire 15 ans qu'ils existent. Voilà, ils ont pignon sur rue aujourd'hui. Quand tu vas avoir un avis foot, tous les matins, tu fais comme moi, tu mets le podcast de l'After. Et j'ai envie qu'on soit leader d'opinion à ce point-là, qu'on soit aussi également un vecteur de culture F1, parce que je pense qu'il y a une hype autour de la Formule 1, et que si on a envie que cette hype sur la Formule 1 continue, eh bien, il va pas falloir faire uniquement que du putassier, mais il va falloir aussi expliquer qu'est-ce que c'est l'ADN de ce sport, comment comprendre ce sport, et pourquoi ce sport est si fantastique. Donc voilà, donc durer, voilà, de faire des pistonnés ce qu'est l'afterfoot pour le football, de faire la même chose avec les pistonnés. Et puis après, moi, j'ai des objectifs personnels aussi. J'ai envie de faire des reportages, j'ai envie d'écrire un bouquin. En 2023, ce sera le cas avec la sortie d'un livre qu'on va coécrire avec Guillaume Nedelec, qui est une bible, un des mecs qui m'impressionne le plus dans tout ce sérail. Et voilà, en fait, j'ai envie de continuer. En fait, quand tu as goûté au fait de vivre de ta passion, en fait, tu n'as qu'une seule envie, c'est que ça continue, en fait. Et de produire le plus possible. Et le but in fine, on n'est pas immortel. Et moi, j'ai un côté assez spirituel là-dessus. Je ne suis pas quelqu'un de croyant en Dieu, par exemple. Mais je suis quelqu'un qui j'estime avoir une certaine spiritualité. Et l'objectif, mais là, c'est une montagne, c'est qu'il y ait des choses qui te survivent. C'est que demain, tu peux décéder à 50 ans, qu'il y a un bouquin référence, que ton émission elle continue, qu'on se souvienne qu'il y a des générations de gamins aujourd'hui qui nous regardent, qui à 30 ou 40 ans, je sais pas, autour d'un apéro, autour d'un grand prix, se disent « Ah, tu te rappelles l'époque des pistonnés, c'était quand même marrant, avec Moine là, qui a ses tics de langage en permanence, Brice Germain, le littéraire, et Hamza avec ses avis coupés au couteau. » Voilà, c'est ça, on a envie que ce soit pas, si tu veux, juste, tiens, on a fait les trucs, hop, ça a été consommé facilement, et puis tu pars aux oubliettes. Je pense que tous les gens qui créent du contenu, quelque part, après, psychologie comptoir, tu vois, tu me diras toi comment tu vois les choses, mais moi je pense qu'il y a la volonté un petit peu d'être aimé, même si le sujet passe avant tout. Il y a la volonté de construire, la volonté d'entreprendre, la volonté de pousser les murs et la fracture du possible et de l'impossible, mais il y a aussi également, à partir du moment où tu allumes les lumières et la caméra, tu as envie d'être un petit peu aimé quand même, tu vois, donc voilà, continuer à être aimé, continuer à faire ce que j'aime, surtout. Tu me dédicaceras le bouquin? Ah, bien sûr. Ah, tu l'auras chez toi, en main propre, avec un beau truc. Manu, c'est qui tes inspirations dans la vie? Nelson Mandela, qui m'a beaucoup touché. Non, je déconne, bien évidemment. Écoute. Non, mais c'est que je pose la question. Ouais. Parce que récemment, je me suis posé la question, je me suis dit, c'est qui tes inspirations? Ouais. Et
j'ai trouvé ça intéressant de poser la question. Bien sûr, bien sûr. Bah non, mais la question est super intéressante parce que ça dit tout, en fait, je pense, des aspirations et de ce que tu aimes dans la vie, de ce que tu es quelque part. Mes inspirations, tu vois, c'est très hétérogène, hétéroclite. Booba, pour le côté indépendant, le côté trublion, le côté, justement, j'ai monté mon truc tout seul et j'ai tout cassé, j'ai tout arraché. Et même à 42 ans, je reste le numéro 1. Fernando Alonso. En fait, en Formule 1, il y aura Fernando Alonso et Damon Hill. Tu mets un... Parce que les deux mecs n'ont absolument rien à voir. Il y a le flegme britannique et il y a la grinta espagnole, tu vois. Mais voilà, l'entre-deux, c'est à peu près ça. Et après, je pense qu'il faudra aller voir aussi, tu sais, il y a des personnages politiques quand même qui m'ont marqué chevènement. Ça peut... Alors, je n'attendais pas du tout. T'attendais pas ça. Alors, c'est pas pour le charisme, mais c'est plus... C'est moi, mon... Après, ça t'intéresse. Jean-Pierre, quoi. Jean-Pierre Chevènement est un garçon... Ah, c'est un homme. Un garçon. C'est un garçon, il est plus un garçon, c'est un homme. Non, mais il incarne, je pense, ma vision politique de la France et une certaine gauche, même si je suis plus trop de ce bord-là. Mais ça n'intéresse personne. mais voilà, en tout cas, c'est une certaine incarnation de ce que peut être mon idéologie politique. Et j'aime beaucoup la politique. Mais ouais, je pense que tu as un panel entre les quatre. Tu pourras avoir l'esprit de Chevènement, la grinta de Alonso, la classe et l'élégance de Damon Hill et le côté complètement indépendant et irrévérencieux de Monsieur Booba. Voilà. Franchement, j'adorerais faire une carrière à la Booba en Formule 1. Manu, j'utilise ce que tu as dit tout à l'heure par rapport à tes inspirations pour aller sur un sujet qui m'est très cher. On l'a dit, on partage une passion commune, un culte presque commun, j'ai envie de te dire. Fernando Alonso, pourquoi tu le kiffes, toi? Quand il est revenu en Formule 1 en 2021, on était au Grand Prix de France pour le coup, et j'ai dit à Brice, on était à la chicane du Mistral, et je dis à Brice, regarde, parce que Brice le déteste. Voilà, Brice déteste Fernando Alonso. Et il y a un truc que tu peux pas retirer à Fernando Alonso, c'est que quand tu vois sa voiture passer, le gars, alors qu'il est casqué, ganté, tu vois rien en fait. Quand tu vois une voiture passer, tu peux pas imaginer comment est le mec dans sa voiture. Il dégage une émotion. Parce que, tu sais, il dégage une grinta, un coup de volant, une agressivité, quelque chose. Et je pense aussi également que moi, je détestais Schumacher. Je fais partie de la génération qui détestait Schumacher. J'ai jamais été un Ferrarista. J'ai énormément de respect pour le mythe Ferrari, etc. Ça, bien évidemment, parce que j'aime ce sport. Mais j'ai jamais supporté Ferrari, jamais aimé Ferrari. Et c'est quand même le mec qui nous a sorti, quand on était jeune, de cette ère Michael Schumacher, qui moi m'a un peu éloigné de la Formule 1 et un petit peu dégoûté. Pareil. Et ce mec arrive avec les couleurs des Asturies sur sa voiture. Je trouvais voilà toute l'histoire du début jusqu'à la fin est folle. Ce team manager Flavio Briatore et ce gars qui justement, moi j'ai toujours aimé ces histoires-là, des mecs qui déboulent et qui cassent les codes, qui cassent la hiérarchie établie, qui arrivent avec son style, sa manière de parler, parce qu'il y avait des interviews au vitriol, et qui remet les choses dans l'ordre dans lequel elles devaient être, tu vois. Et 2000, alors je l'adore quand il gagne en Hongrie, c'est 2003 si je dis pas de bêtises. Là c'est le premier coup de cœur où je me dis, ce mec est vraiment fou. Et puis après 2005-2006, c'est tu vois, c'est un moment où je recommence à aimer la Formule 1 un peu par chauvinisme, parce qu'il y a Renault et parce qu'il y a Fernando Alonso, et je tombe fou amoureux de ce mec, quoi. Tu vois, qui pour moi est je sais pas, tu vois, ce qu'il dégage, son coup de volant, son côté racer aussi, parce que c'était quelque chose c'est quelque chose qui s'est un peu perdu, je trouve, dans la nouvelle génération. Il y en a beaucoup qui s'en revendiquent à des fins marketing et communication, mais tu feras jamais plus racer en tout cas qu'un Fernando Alonso pour moi, tu vois. Tu peux faire plus à partir du moment où le mec quitte la F1 et va derrière à la chasse à tout. C'est ça, tu vois. Le Dakar, le WEC, j'en ai des frissons, tu sais. Mais clairement, limite, c'est exactement parce que ça. tu peux difficilement faire plus. Enfin, tu vois, l'essence de la course, elle est en lui, tu vois. Ouais, clairement. C'est le gars, tu vois, à 3 ans, bon, comme beaucoup, il était sur un karting très très tôt. Ça vient de nulle part, voilà. N'oublions jamais qu'il est d'un pays qui avait peu produit de pilotes de Formule 1 avant, et surtout pas des superstars, quoi. T'imagines un peu c'est ça qui était génial, c'est que ce mec a vraiment, je te dis, il a cassé tous les codes, petit mec d'Oviedo, si je dis pas de bêtises, qui déboule, machin, truc. On sait qu'il y a beaucoup d'Espagnols en MotoGP, c'est historique. On sait que l'Espagne est un pays de sport. Et puis, n'oublions jamais, tu vois, quand il gagne par exemple à Valence, c'est un mec qui a aussi, et ça, moi j'adore les histoires qui sont liées au sport, mais qui ne dépendent pas du sport, l'impact du sport sur une société. Quand Alonso gagne à Valence en 2012, il est quasiment en larmes, voire en larmes sur le podium, parce qu'à ce moment-là, tu as une crise terrible en Espagne. Et je me rappelle, ses premiers mots, c'est de dire justement à cette jeunesse espagnole qui souffre, n'oublions pas qu'à l'époque, on sort de la crise, des crises financières, crise des subprimes, il y a à peu près, je crois, 60% des moins de 30 ans qui sont au chômage à l'époque en Espagne. Et tu as cette parole d'Alonso qui dit, bah voilà, voyez les mecs, moi, c'est ce que je fais le dimanche, c'est pour vous donner de la force le lundi matin quand vous allez retourner à vos quotidiens, etc.
moi, l'impact du sport dans la société, c'est pour ça que j'aime le foot, tu vois, parce que c'est quelque chose qui me... C'est décuplé. Mais c'est décuplé. Ouais, Tu c'est prends un truc de pays fou. comme l'Italie, moi, Ouais. ce pays me passionne aussi pour ça, parce que t'es supporter de telle équipe, parce que poétiquement, tu te définis comme ça, parce que l'histoire de ta famille est comme ça, patati. Moi, j'adore ces histoires-là. Et Fernando Alonso a eu un tel impact, même en dehors de la Formule 1, que c'est fou. Et puis le côté racer, comme je te disais, n'oublions jamais que c'est un mec qui va avoir 42 ans cet été, et c'est un mec qui n'a toujours pas de gosse. Pourquoi il n'a pas de gosse? Fernando Alonso, c'est pas parce qu'il est moche, parce qu'il est beau. C'est pas parce que c'est un cancre, parce que c'est un mec brillant, j'imagine. C'est pas parce que c'est un méchant, parce que moi j'adore même son côté méchant. Ouais. Et c'est parce que c'est un mec, et Jean-Luc Roy nous l'a dit, c'est un mec qui ne pense que Bien sûr. sport automobile. Il ne vit que pour ça. Et voilà, et j'adore le côté irrévérencieux, j'adore le côté provoque. Je déteste les personnages lisses que nous impose l'époque qu'on est en train de vivre. Je suis d'accord. Et Fernando Alonso est un mec anachronique aujourd'hui. Est-ce que pour un 3e titre de Fernando, t'acceptes 5 ans de domination de notre pilote? Eh bien, c'est un grand oui. Non, mais c'est un grand oui, pourquoi? Parce que, comme je t'ai dit, Alonso est arrivé après une terrible domination de Ferrari. Après ces 2 années fantastiques, comme dans un rêve, avec Renault, bon, un peu plus tard, on s'est mangé quand même la domination de Vettel et Red Bull, et on s'est mangé ensuite l'hégémonie Mercedes. Donc quelque part, après ce que j'ai vécu, Ouais. je suis entièrement d'accord pour que Fernando aille chercher ce 3e titre qui mérite vraiment, parce qu'on va pas se mentir, quand on connaît la carrière de Fernando Alonso, ce 3e titre quand même, tu passes à 1 point en 2007, 2010, 2012 qui sont des crève-cœurs, 2010 l'erreur de stratégie de Ferrari qui se calque sur Weber, 2012 il n'avait pas la voiture mais jusqu'à la dernière course, jusqu'au bout on y a cru, machin truc. 5 points et 3 points. Voilà exactement, tu vois, je me dis oui, bien évidemment que j'échange un titre, parce que, et on en parle souvent ensemble, tu vois, Fernando Alonso il a beau avoir 42 ans et nous on a beau avoir pas mal vieilli et grandi, bah quand tu vois qu'il est proche de prendre la pole, ou quand tu le vois monter sur la boîte, ou quand tu dis tiens, et s'il gagnait ce week-end, et bah quelque part il y a un frisson, tu vois, que moi ça fait des années que j'avais pas ressenti. Ça, c'est les plus belles émotions. Donc oui, et puis on s'est habitué à des... Pour 2 titres d'Alonso, j'ai vécu 3 hégémonies. Donc pour un titre, enfin mathématiquement, je suis pas très fort en mathématiques, mais si je suis pragmatique, pour un titre de Fernando, je suis OK pour une hégémonie. Je valide. En parlant d'hégémonie, on en vit une presque en ce moment. Ouais. Est-ce que tu penses qu'on va s'ennuyer cette année? Alors, je pense qu'on va pas forcément s'ennuyer parce qu'il y aura plein d'autres choses à dire. Il y a une bataille, une lutte à 3 qui quand même semble se profiler. Il y a Mercedes. Il y a plein de questions qui se posent. Malgré le fait que Red Bull risque de tout dominer, que Max Verstappen sera sans doute champion du monde. Après, on parle de sport automobile. On a parlé tout à l'heure des risques liés à ce sport. Donc, on va pas trop s'avancer. Mais j'ai du mal à imaginer un monde où Max Verstappen et Red Bull ne sont pas champions du monde. Maintenant, il y a beaucoup de questions qui se posent. Est-ce qu'Aston Martin va se livrer à une bataille à 3 avec Ferrari et Mercedes? Mercedes a prévu d'arriver, peut-être qu'au moment où cette émission sortira, la Mercedes B, la W14B sera sortie. À quel niveau est-ce que Mercedes peut revenir dans le jeu? Moi, il y a des questions qui se posent aussi sur le concept de Ferrari. Ils nous ont fait une voiture qui va très très vite en ligne droite. Mais quand je regarde le calendrier 2023, je me dis, est-ce que franchement ça vaut le coup de faire une voiture qui va très très vite en ligne droite? Il y a Alpine où il y aura plein d'histoires à raconter. Il y a un midfield qui n'existe plus. Maintenant, derrière Aston Martin, enfin derrière la 4e force du plateau, tout le monde peut battre tout le monde. Donc il va se passer des choses. Hamilton, au moment où on enregistre cette émission, enfin ce podcast, n'a pas re-signé avec Mercedes. Aujourd'hui, quel est le plus bel emblème de la Formule 1, si ce n'est Lewis Hamilton? Et je ne suis pas fan de Lewis Hamilton, mais je le concède et je le conçois. Voilà, tu vois, donc en fait, des histoires, il y en aura beaucoup. Par contre, c'est vrai que la frustration, c'est que quand on a connu une année comme 2021, j'en ai connu d'autres, des luttes pour le titre. Moi, je me rappelle, Chili 94, il y a eu 97, c'était extraordinaire. 98, 99, c'était déjà aussi très très bien. 2005, 2006, bref, on pourrait faire 2007, c'était extraordinaire. 2010, 2012, enfin bref, 2014 même et 2016, c'était extraordinaire, d'une certaine manière. Mais quand nous, créateurs de contenu, on a travaillé sur une saison comme celle de 2021, c'est là que tout prend son sens. C'est là où tu te dis, ah ouais, mais on a raison de faire ça en fait. C'est ça qu'on veut, c'est ce sport-là qu'on a envie de traiter. Et qu'on s'est un peu trop habitué justement aux hégémonies qui font partie aussi également de l'ADN de la Formule 1. L'ADN de la Formule 1, c'est des ingénieurs, des cerveaux, du jus de cerveau qui trouvent des avantages, trouvent des innovations qui vont donner un avantage décisif à des pilotes et à des écuries. Donc c'est inhérent à la Formule 1 qu'il y a des hégémonies. Mais j'ai peu d'espoir pour 2023, mais j'ai l'espoir qu'on racontera des belles histoires. Là où et là c'est le businessman qui parle, attention. Je vois ce que tu veux. Là où ça me fait un petit peu peur, c'est qu'il y a une hype Formule 1. On n'a plus de Grand Prix de France. C'est-à-dire qu'il n'y a plus de rendez-vous pour les passionnés français de Formule 1. Donc comment tu maintiens cette culture F1? Et que, mine de rien, le public veut du spectacle, le public veut des dramas, le public veut du storytelling. Et que s'il n'y a pas de lutte au titre, ça peut aussi lasser des gens.
comme l'hégémonie Ferrari a lassé des gens, l'hégémonie Mercedes parfois a lassé des gens. Et c'est là où pour nous ça va être un enjeu énorme parce que c'est notre gagne-pain aujourd'hui. C'est pas pour autant qu'on va en faire trop, hein. L'idée c'est d'être juste comme d'habitude, mais c'est là où il va falloir peut-être, je parlais tout à l'heure d'asséner une certaine culture F1, c'est là où il va falloir qu'on soit bon dans les histoires qu'on raconte et de là aussi où on va attirer le projecteur et le regard des gens. Soyons optimistes, cette saison sera cool. Je pense qu'on aura des choses à se dire et qu'on ne s'ennuiera pas. En tout cas, ce qui est sûr, Manu, c'est que je me suis pas du tout ennuyé. Mais ça j'ai grave kiffé, merci beaucoup. Merci à toi, Lucas, merci pour l'intérêt. On fait ça quand tu veux. Quand tu veux, parce que j'ai plein d'autres trucs à vous raconter, c'était trop court. Non, je rigole. Merci gros. Merci Lucas et force pour ce format que moi j'adore, les podcasts, les trucs, les histoires humaines et tout. Donc j'espère que celle-ci était intéressante. Je pense que ce sera le cas. Merci.